on parlait du pays de Mamadi Doumbouya. L'organe législatif de la transition réduit à 3 ans la durée de la transition. Alors, coach Essoa comme Nivi à Clessor, les efforts ont été faits au Mali. On est passé de l'intervalle de 6 mois, 5 ans à 2 ans. Alors, l'effort est fait également en Guinée-Conakry. On passe de 39 mois à 36 mois. Vous voyez, nos chefs d'État souvent ne sont pas sérieux. Vous voyez. Moi, je l'ai déjà dit. Quand lui aussi est venu, il a essayé de dire que c'est pour libérer les Guinéens des mains des Français. Et seulement que sa femme est française, gendarme française. Et j'ai dit que ce sont des gens qui ne seront jamais sérieux. Et puis déjà, il avait annoncé au premier qu'il a besoin de plus de délai. On ne sait pas, c'est 5 ans. Et les gens ont dit que s'il veut aller à 5 ans, ça fait presque un mandat. Malheureusement ou heureusement, dans ce qu'il a dit, moi je trouve qu'il montre qu'il est souple, qu'il peut quand même essayer de comprendre tout ce que le peuple dit. Il passe de 39 à 36. Parce que ce qu'on reprochait, même dans le Conseil national de transition, là, même les gens ont désisté. C'est-à-dire que dans ce que les gens ont désisté, les gens se sont abstenus. Le Conseil national de transition fait office de parlement. Oui. Donc les gens ont désisté. Oh, c'est presque ces éléments. Ouais, mais les gens ont quand même décidé. Et tout ce qu'il avait fait, la répression conseillée tout ce qu'il avait fait plutôt à mobiliser plutôt, à rapprocher celui dans les dialogues et les membres de Alpha Condé. Et toutes ces répressions, les procès, tout ce qu'il a fait, il n'a fait que consolider ce genre de personnes. Monsieur, les procès, ce n'est pas seulement à l'endroit des opposants, mais non, également à tout le monde. À tout le monde. Oui, il y a le RPG d'Alpha Condé, il y a d'autres partis politiques. Oui, c'est ce que je dis. Il a fait tout ce qu'il a fait à construire, à rassembler plutôt les gens là contre lui maintenant. Maintenant, il n'est plus vu comme sauveur, mais comme plutôt menace. Persécuteur. Maintenant, même si persécuteur a déjà commencé. Menace, parce que c'est ce que je dis. Quand vous venez, ce que vous dites au peuple, respectez, c'est tout. C'est que il allait garder son statut de sauveur s'il avait respecté tout ce que lui-même il convoque, il met en place une concertation nationale et lui-même il viole parce qu'on dit les partis politiques ils ne reconnaissent pas le droit au Conseil national de transition de décider sur le délai de transition puisque c'était pas ce qui est écrit. Donc étant donné que ce n'est pas la prérogative de ça, et là où je vois qu'il fait encore, il a dit qu'il a suspendu la constitution. Quand tu suspends la constitution et tu dis aux gens que vous allez faire des choses de manière de la concertation totale, il faut aussi dire aux gens que, comme j'ai dit ça, comprenez maintenant, il met à la fois la loi et la population en jeu. Parce que il les a dit qu'on va parler ensemble. Et maintenant, il leur dit que c'est le Conseil national de transition qui va travailler. Le Conseil national de transition n'a pas été élu. Comment il peut avoir le pouvoir légitime de décider de ce délai? Ce ne sont pas des accords dans les dons. Il est en train de renvoyer de main. Les gens là, moi j'ai dit qu'il y a au moins une ouverture dans tout ce qu'il a dit. Quand il abandonne 3 mois, il peut aussi venir jusqu'à... Parce que de son côté, il n'a pas été attaqué par les terroristes ni les djihadistes. Donc on ne pense pas qu'il a des problèmes. Il veut mettre de l'ordre. Quel ordre? C'est-à-dire l'ordre c'est dans sa maison. Dans l'administration. Pour le moment, l'administration, il a enfermé les gens, il a jugé certaines personnes, c'est cela. Je pense que il est en train de prendre goût au pouvoir, c'est tout le problème. Et c'est vrai que l'honorable a dit qu'on n'a qu'à prier, mais moi je pense que dans les prochains jours, s'il ne diminue pas, la Guinée va s'enflammer plus tôt. On avait prévu plutôt, le putsch contre Alpha Condé. Quand il faisait ça, on a dit ça aussi. Donc, si il ne revient pas de meilleurs sentiments, parce que tout le peuple est en train de liguer contre lui, il va se retrouver avec la junte, et la même junte va tirer sur le peuple qu'elle prétendait défendre. Donc, je pense que nos chefs d'État, du moins ceux qui viennent nouvellement, il suffit d'être honnête avec le peuple et le peuple est derrière vous. Et heureusement que lui, peut plus nous vendre une certaine lutte contre la France. Sinon, je sais très bien, il y a des gens, quand il va dire que c'est la France qui a monté encore les gens là, les gens vont comprendre ça.
Non, c'est sûr. Je dis que heureusement que le peuple est éveillé. Comment dire, Horus va essayer de dire à ses frères panafricains que là-bas, là, le gars là veut leur mentir. Alors, Horus Donkovier, oui, j'ai écouté Sidia Touré, j'ai écouté Selou Dalan Diallo, les acteurs de la société civile, le RPG de l'ancien président Alpha Condé, eux tous dénoncent la durée de la transition, 39 mois. Finalement, Mamadi Doumbouya a finalement pensé à 36 mois. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir permettre à l'opposition et à la société civile de peut-être d'accepter cela et continuer la marche? Alors, mettons que le président Doumbouya s'est lancé dans un exercice qui est très complexe. Le premier problème, c'est que ce n'est pas un politique. Donc il y a un certain nombre de rouages qui ne sont pas de son ressort. Ce n'est pas un politique à la base. C'est un homme d'armée. C'est un homme d'armes. Conséquence, quand vous prenez le pouvoir, alors vous renversez Alpha Condé en lui reprochant un certain nombre d'exactions. Vous venez au pouvoir et maintenant vous prétendez épurer la classe politique. Une classe politique qui est particulièrement corrompue, où les alliances sont multiples. Les gens, ils sont alliés aujourd'hui, demain ils ne le sont plus, demain ils sont ennemis, et ce sont des alliances. Alors non pas seulement c'est une classe politique très corrompue, et puis en plus de cela, c'est une classe politique qui joue énormément sur le communautarisme. Donc lorsque Doumbouya arrive au pouvoir, la première nouvelle qu'on sort, c'est de nous faire comprendre que non, qu'il est de la même ethnie qu'Alpha Condé. Ce qui est censé calmer une partie de la population. Alors que la même population le célébrait parce que il incarnait celui qui va mettre fin à un certain niveau de corruption, à un certain niveau d'abus. La raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a certains de ses détracteurs qui osaient le comparer à Dadis Camara. Mais l'exercice est compliqué, justement, parce que là, effectivement, comme Esso le dit, quand vous avez commencé à attaquer tel chef de parti politique pour corruption, même si elle est avérée, raser les maisons, même si cela est avéré, vous avez commencé à attaquer telle ou telle personne et tout ça, ben, vous fédérez ces personnes-là contre vous et elles ont la potentialité de vous nuire, parce qu'elles ont la potentialité de rassembler des gens autour d'elles. Alors, le deuxième aspect, c'est que vous avez attaqué les politiques, mais vous n'avez pas touché aux militaires. Parce que parmi ceux qui ont commis des exactions, il y a des membres des forces de l'ordre, il y a des officiers, il y a des généraux, et eux aussi, ils ont détourné. Les politiques ne sont pas les seuls à avoir détourné. Il y avait tout un système en place qui s'est parfaitement servi dans la gamelle. Donc comment vous changez tout ça? Après, lorsque vous faites parce que ça aussi c'est un autre problème, lorsque vous faites la conférence qui réunit plus ou moins tous les acteurs pour décider de comment va se dérouler la transition, mais il y a le défi de dépasser l'enlisement. Parce que ça me rappelle un peu comme à l'époque des conférences nationales. Si on a eu des conférences nationales, par exemple, comme celle du Bénin, qui ont pu aboutir à des conclusions et qui ont permis à Kérékou de décider d'un certain nombre de choses, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans le cas du Zaïre de l'époque, on a eu une conférence nationale qui s'est enlisée, et avec une suspension et quelqu'un qui prend des décisions qui ne seront pas acceptées plus tard. Donc je pense que le problème de Doumbouya, c'est cela. C'est-à-dire vouloir faire deux choses en même temps. C'est-à-dire vouloir rétablir en griffe l'État guinéen en termes de démocratie, tout en voulant évincer toute une classe politique qui s'est compromis effectivement dans la corruption, dans des affaires plus ou moins obscures, et encore sans pouvoir toucher aux camarades militaires, oui, qui eux aussi ont des mandats qui leur pendent au nez pour les exactions, par exemple dans le stade de Conakry, pour la répression, pour le nombre de morts qu'il y a eu. C'est compliqué pour un jeune chef d'État qui en réalité à la base n'est pas politique et qui est hors d'un certain type de tractation. Allez, on va parler maintenant du Togo. Au moins 8 soldats togolais ont été tués et 13 blessés dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai au cours d'une attaque terroriste
dans le nord du Togo, une première dans le pays jusque-là épargné par les violences, a annoncé le gouvernement togolais. On vous retrouve au Russe Donkovi, attaque terroriste donc dans le Pendjal. Est-ce que c'est un coup isolé? Malheureusement, j'aurais bien voulu croire que c'est un coup isolé, mais malheureusement, j'en doute. Parce que ça faisait quand même un bon moment que, même au niveau du Togo, on était en alerte. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des prises de décision en termes d'entraînement, de renforcement des capacités militaires, d'entraînement conjoint avec d'autres forces armées, et ainsi de suite. Donc, je pense que, d'une certaine manière, il y avait cette crainte-là. Et malheureusement, cette crainte-là s'est avérée avec l'attaque qu'on a eue au niveau du Pendjal. Maintenant... comment se prépare-t-on, comment s'organise-t-on et comment éviter justement qu'il y ait des attaques qui font autant de victimes, parce que en fait ce qui plaît à ce genre de bandits, c'est le fait justement d'avoir tout un écho médiatique à leurs actions. Alors, pour l'attaque du Pendjal, ils ont eu tous les médias internationaux, ils ont eu tous les médias nationaux, ils ont eu l'Internet, ils ont eu les hommes politiques de plusieurs pays, et ainsi de suite. Et voilà, il y a toute une tribulation, et eux, ils aiment ce genre de choses. Donc, plus il y a d'attaques, plus il y a de morts, plus il y a de violence, et plus eux, ils augmentent leur capital, ils augmentent l'intérêt qu'on peut leur porter, tu vois. Et moi, ce qui me fait mal dans cette histoire-là, c'est le fait que, mettons qu'on rentre dans un genre d'embroglio d'où il est difficile de sortir, parce qu'on était dans une région où économiquement, on avait toutes les potentialités, on était promu vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec la Libye, avec les attaques au Mali, au Niger, au Nigeria. Après, on s'est tapé le Covid. Et après le Covid, on continue avec des attaques terroristes. Ce qui sape carrément tous les efforts en termes d'avancée économique, d'avancée structurelle de l'État, et on se retrouve maintenant avec des investissements qu'il faut faire dans les forces armées, avec, moi j'appelle ça une certaine, céder un peu de son pouvoir aux autres, parce que après, forcément ce sont les autres qui vous proposent leurs armes à vendre, leur équipement à vendre, leur expertise à vendre, leur renseignement à vendre, qui vous proposent leurs troupes, qui vous proposent leurs experts, qui vous proposent... Et on n'en sort pas, c'est compliqué, on n'en sort pas, et je pense que le crime de l'Afrique, et le Togo est dans l'Afrique, le crime de l'Afrique, ça a été d'être très laxiste sur la question de la Libye, d'être très laxiste sur ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Nigeria, et même les petites attaques qu'on a pu avoir même au niveau de Ouagadougou, au niveau de la Côte d'Ivoire, ou même au niveau du nord du Bénin, et d'avoir vraiment, de n'avoir pas, disons, à mon sens, je sais qu'il y a eu des efforts, mais de ne pas avoir fait un peu plus d'efforts. Parce que pour moi, et comme je le disais la fois dernière, quand vous regardez la planète, lorsque les pays veulent anticiper sur l'attaque qui peut leur être faite, ils font tout pour avoir un pays qui sépare du front. La fois dernière, je donnais l'exemple des États-Unis qui refusent d'avoir des bombes au niveau de Cuba. Ou bien vous voyez la Russie qui ne veut pas être apportée des bombes de tel ou tel pays. Ou la Chine qui fera la même chose. Et nous, justement, on a laissé des prétentions qui sont nées au niveau du Sahel, notamment la zone libyenne et ainsi de suite, dépasser 2-3 pays pour venir maintenant... voilà quoi, semer le sentiment d'insécurité et c'est compliqué. Quand on sait les échanges que l'on a, on a des échanges du Burkina, on a des gens qui vont au Burkina, des gens du Burkina qui viennent ici, vous avez des gens qui vont au Bénin. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler cela quand on n'a pas pensé en amont la collaboration entre les forces armées de plusieurs pays africains, et qu'on n'en a même pas fait une panafricaine qui puisse surveiller toute cette bande-là. C'est vraiment dommage. Alors, coach, il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière au Togo. Même question à vous, est-ce que vous pensez que c'est un coup isolé? Bon, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que c'est une première attaque. Sinon,
En 23 septembre 86, il y a eu attaque terroriste au Togo, non? Vous avez oublié ça et je pense que... Vous parlez de 23 septembre, ça c'est dit. On a dit terroriste, donc c'est pourquoi j'ai vu tous les réseaux sociaux et dit la même chose. Je suis sidéré par rapport à cette attaque-là. Ce que je ne comprends pas, il y a une initiative d'Accra, où Togo, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire ont essayé d'avoir une force commune qui circule dans la zone-là pour dénoncer les choses. Et aussi quand vous voyez, ils disent 60 personnes, 60 motos, je ne comprends pas bien. Si c'est 60 motos, ça veut dire que ça fait 120 personnes. Ça peut être 60 motos, s'il y a 2 personnes, ça fait 120 personnes. Maintenant le souci c'est que normalement on a tenté une fois une attaque là-bas. Ça veut dire qu'on a fait tout pour que la zone-là soit une zone contrôlée. Maintenant, à 3 h du matin, je me demande, après les condamnés, tout ça là, il faut quand même situer les responsabilités et chercher qui a fait quoi. On devrait, non seulement que si le Togo n'en a pas, les forces avec qui on travaille, parce qu'on devait, sur le satellite, voir qu'il y a un attroupement de plus de 20 personnes qui arrivent. Ouais. Et vers cette direction et le signaler. Je ne sais pas si c'est l'état-major togolais qui n'en a pas, ou la zone dont ils ont eu des drones avec les trucs numériques pour contrôler, et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ça. Maintenant, de surcroît, actuellement il y a la technologie qui demande à ce que lorsque quelque chose s'est passé, on peut partir à partir de l'événement qui a eu lieu jusqu'à retrouver la trace des individus. C'est-à-dire que par satellite, on peut quitter le lieu où il y a eu attaque pour aller voir le refus de ça. C'est pourquoi cela ne s'est pas fait. Maintenant, est-ce que ces gens peuvent revenir à tout moment? Est-ce que nos militaires, ils dormaient ou pas? Parce que s'ils dormaient, ça allait être, on nous dit que c'est les renforts qui ont sauté sur une mine. Et je me dis que d'abord, c'est le lieu que maintenant, les routes qui traversent les frontières n'ont qu'à être bitumées, auquel cas ils n'allaient pas creuser pour placer quand même des explosifs. Si c'est le goudron, ça ne peut pas passer. Non, il ne peut pas creuser comme ça. Donc il faut quand même sécuriser également nos routes aussi. Maintenant, je me dis que qui a permis que cela ait lieu? Et parce que on me dit que les djihadistes se mélangent dans la journée à la population et reviennent le lendemain. Or, je peux comprendre le cas du Mali, du Burkina et du Niger même, parce que je me dis que dans les 3 zones, il y a à la fois les rebelles qui sont mélangés aux terroristes et qu'on sort là. Ici, il n'y a pas de rebelles au Togo. Maintenant, ceux qui viennent, juste parce que le Togo est en train d'enclencher une procédure, j'ai également vu quelqu'un faire une vidéo, pourquoi le Togo se mêle de l'histoire de Mali, pourquoi le Togo fait sécurité, tout ça là. Est-ce que c'est pas juste... C'est ça, la médiation du président Faure. Bon, puisque les réseaux sociaux disent tout et de n'importe quoi. Comme ce n'est pas, comment dire, très intéressant ce qu'ils ont dit, c'est quoi je dis. Maintenant, si le Togo est obligé de se mêler de cet appel, quand Azmi Kouta l'appelle, parce qu'il s'agit de, comment ils appellent ça, de la solidarité africaine. Ouais, donc c'est par rapport à ça. Et le Togo a des rapports de coopération militaire également avec les pays de la sous-région. Donc je me dis que qu'on nous dise exactement comment dire, pas peur de ne pas se faire interpeller par le gouvernement de dire n'importe quoi. J'aurais voulu qu'on nous situe à qui la responsabilité, parce que c'est au gouvernement de situer les gens. Oui, c'est-à-dire que normalement quand le ministère est sorti et après les condoléances, il faut qu'on sache comment cela a eu lieu, puisqu'on avait déjà repoussé des gens. C'est-à-dire qu'on s'attendait, je n'ai pas un coup isolé comme Aurus le dit, on s'attendait à ce que les gens là reviennent déjà. Et malheureusement, comme Aurus le dit, l'appétit vient en mangeant. Ce n'est pas contrairement à ce qu'on va attendre. Une fois qu'ils ont eu cette aura-là, ils vont encore retenter encore un autre coup. Donc, est-ce qu'on est déjà prêt par rapport à ça? Le Togo fait partie des pays qu'on clame depuis longtemps. Au moins, on a de la sécurité. Ça, ce que les terroristes sont allés au Bénin, ils ont sauté, ils sont allés un peu au Ghana, en Côte d'Ivoire, maintenant ils reviennent chez nous. C'est comme si ils sont renforcés. Puisqu'on nous a dit même qu'ils ont pris un fusil qu'ils ne devaient pas censé avoir. Il y a un militaire qui me dit qu'à une distance, on peut tirer sur toi, ça va arriver là. Donc ça voudrait dire que le problème est sérieux. Et l'État n'a qu'à faire tout aussi pour voir. Qu'on dise, est-ce qu'il y a une complicité de la population environnante? Qu'est-ce qui a eu lieu pour qu'on sache tout cela? Il y a tous ces facteurs. Hein. Il a dit il faut, je sais que c'est ce qu'on prévoit pour faire face au djihadisme au Togo, la coopération
de la population. Mais d'abord, cette question, est-ce que le Togo a les capacités militaires pour faire face à ces problèmes? Oui, l'armement, je dis d'emblée, les services de renseignement. Avant tout propos, permettez que je puisse affirmer toute mon indignation face à cette attaque ignoble, barbare et lâche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, donc, et de présenter toutes mes condoléances et celles de notre association Togo pour tous aux familles éplorées et surtout et prompt rétablissement aux blessés et toute notre compassion, notre sympathie et affection aux familles laissées derrière par nos vaillants soldats tombés sous cette ignoble et barbare attaque de ces djihadistes. Bon, ceci dit, le Togo a les moyens, je dis oui, le Togo a une armée bien formée. Le Togo a actuellement les moyens de pouvoir lutter contre ces djihadistes-là. Ce n'est pas la première fois, ils sont déjà venus et sont là, on les a repoussés, ils sont revenus. Aujourd'hui, on déplore des pertes dans les rangs des forces armées togolaises. Je crois que, connaissant notre armée, je crois que dans les jours, les semaines à venir, les djihadistes attendront parler de notre armée. Donc, et à chaque fois, vous savez, j'ai dit oui tout à l'heure que le Togo a les moyens de lutter contre ces djihadistes. Les soldats sont disciplinés, bien formés. L'équipement pour lutter contre ces djihadistes-là, on en a parce que il y a un an, pas plus qu'un an, où on a voté la loi de programmation militaire et dans cette loi-là, ce qui a motivé plus cette loi-là, c'est pour pouvoir lutter contre les djihadistes et les équipements que le Togo devait avoir actuellement à travers cette loi de programmation. C'est des équipements adaptés à la lutte contre les djihadistes qui ne mènent pas une guerre normale contre les États, mais une guerre asymétrique. Voilà la difficulté, là où se trouve la difficulté pour les États, pour l'armée togolaise même, qui a ces moyens-là de pouvoir lutter contre les djihadistes, même qui a perdu la fois passée des soldats. Donc actuellement, on a pris toutes les dispositions, mais on ne peut pas, avec les djihadistes, on ne peut pas à 100% être sûr des dispositions. Donc ce n'est pas actuellement même des nouvelles dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir encore contrer leur avancée. Il s'agit de ça parce que le Togo, depuis un certain moment, s'est pris sur lui comme option d'empêcher l'entrée des djihadistes au Togo. Donc là où les djihadistes peuvent passer pour entrer au Togo, je crois que c'est à ce niveau-là. Et actuellement, ce qu'il faut, en dehors de nos moyens, nos capacités de pouvoir lutter, nous, en tant qu'État, en tant que nation, il faut aussi la coordination des efforts entre le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et les trois, le Ghana, le Bénin et le Togo, les 4 pays. Et vous savez aussi que il y a eu cette coordination, ce n'est pas la première fois contre les bandits de grand chemin. Je crois que le Bénin, le Togo et le Burkina se sont associés plusieurs fois pour pouvoir mener des opérations et arriver à capturer et mettre hors d'état de nuire ces bandits-là. Je crois que la même chose se passe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au niveau de l'armée, des stratégies militaires, on ne communique pas beaucoup. Et je crois qu'actuellement, l'armée togolaise est à pied d'œuvre pour pouvoir continuer, surtout riposter et rechercher, même les autorités militaires l'ont dit, le chef suprême des armées, le chef de l'État, le président de la République l'a réaffirmé, ces bandits seront recherchés, même qu'ils soient djihadistes ou terroristes, seront recherchés. Ceux qui ont quand même attaqué les forces armées togolaises seront recherchés et ils auront aussi des nouvelles des forces armées togolaises. Et je crois qu'en dehors de la stratégie militaire que le Togo a mise en place depuis, il y a aussi sur le plan social. Oui, ça c'est la question que j'ai voulu qui sont prises. Beaucoup de projets, ça fait un an maintenant, beaucoup de projets sont quand même allés et dans les savanes pour pouvoir amener la population à lutter contre la pauvreté. Vous savez que la pauvreté aussi est l'une des causes
Parce que facilement, pour recruter les jeunes. Donc actuellement, il faut les occuper. Je crois que le gouvernement joue sur les deux tableaux. Et bon, le souhait et ma conviction, c'est qu'on arrivera quand même à mettre comment à lutter contre ces terroristes-là. Ils ne peuvent pas agir au Togo. Et ensuite, avant ça, le Togo, c'est pour se protéger par rapport à ce que Oris a dit, j'ajoute à ce qu'il a dit, qu'il a envoyé même l'envoi des militaires au Mali pour pouvoir aider le peuple malien à contenir ou à stopper l'avancée des terroristes. Fait partie aussi, c'est une prévention aussi de notre côté. Donc le Togo joue sur beaucoup de tableaux pour pouvoir lutter contre ces djihadistes, et je crois que avec l'aide de Dieu, ils ne pourront pas avoir gain de cause au Togo. Oris Dankovi, 1 minute 30, honorable Bossalé Obekou a parlé de la pauvreté. C'est très important, la pauvreté et la lutte contre le terrorisme. Oui, alors au-delà de la lutte contre la pauvreté, il faut justement parler des projections. Tout à l'heure, tu as dit une phrase. Tu dis les jeunes, il faut les occuper. Mais non, les jeunes, il faut leur donner la conviction qu'ils peuvent se projeter et réussir. Ouais. Il ne s'agit pas juste de les occuper. Et la difficulté au niveau du Togo, c'est que de façon récurrente, on a des mouvements d'humeur et des mouvements de désapprobation. Et très longtemps, on a réprimé. Le problème du Togo, il est là. Moi, quand je vois le danger, il est là. C'est-à-dire on a beaucoup réprimé et on a fait très peu de réconciliation. On a laissé parfois les gens très peu s'expliquer. Donc le danger même, il est au niveau des frustrations. Je signale que par exemple, je parle sous le contrôle de monsieur le député. Il y a une époque où je me rappelle, je pense à Badou, on a mis un drapeau ghanéen parce qu'il y a un mouvement d'humeur. Bon, les gens, voilà. Vous avez, je me rappelle, il y a de cela quelques années, il y a eu des mouvements d'humeur à Mango. Vous avez eu des mouvements d'humeur à Sokodé. Vous avez eu, donc, et tout ce genre de mouvements d'humeur là, à chaque fois, ont été réprimés assez durement. Donc, dans un pays où on est particulièrement introverti, mais où les gens ont beaucoup de mémoire, c'est compliqué, il faut aller régler ça. Il ne s'agit pas simplement... Le patriotisme, il se diffuse petit à petit en bas âge, même dans le système scolaire et ainsi de suite. Il suffit d'aller dans les établissements, le fait qu'on ait des établissements qui soient délabrés, le fait qu'on ait des enseignements qui se lancent délaissés, le fait qu'on ait des gens de la santé qui se lancent délaissés, le fait qu'on ait tout un ensemble d'étudiants, que ce soit à Kara, que ce soit à Lomé, qui ne trouvent pas de débouchés, le fait que dans le foncier, on ait des terrains qui soient, donnés à des sociétés sans même que les investissements jeunes ne soient... Il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'on soit dans le colmatage de brèches sans aller chercher la source du problème. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte que le jeune qui est à Dapaon ait la même capacité de projection que le jeune qui est à Lomé, et que vous en faites quelqu'un qui se sente dévalorisé par le fait même d'être à Dapaon, vous ne réglez pas le problème. Si par exemple vous avez une université à Kara et que vous avez qui va générer des étudiants et que vous n'avez pas la même capacité de projection de ces étudiants-là, de ces entrepreneurs, de ces agriculteurs, que ceux qui sont vers la capitale, vous ne réglez pas le problème. Et le Togo reste un pays, c'est un PPTE, c'est un pays, c'est un pays pauvre. Donc par conséquent, présumer d'avoir la capacité de financer à perte continuellement les gens, c'est faux, c'est pas possible. Il faut qu'on soit dans l'investissement, un investissement qui rapporte. Finalement, Oris a dit la plupart des choses. Ces choses, moi le danger c'est que malgré le fait que l'État est financé, où il y a beaucoup de projets qui vont à Dapaon, je pense que ces projets-là ne vont pas à bout. Ou du moins, c'est quand le premier financement vient après, la suite, les gens ne continuent pas. Parce que si j'ai bonne mémoire, les savanes, la zone savane est la zone la plus pauvre du Togo. Donc, ce que je crains, ces collaborations, si les gens-là n'ont pas bien mangé, ils ne sont pas à l'aise et ils peuvent être facilement appâtés par qui que ce soit. C'est pourquoi il est dangereux que l'État
essaie de ne pas subvenir comme il le faut aux besoins de la population. Parce qu'un peuple affamé, c'est un peuple exposé à tout. Donc, pour contrer vraiment les djihadistes, on a besoin de la coopération de sa population, et c'est la population qui est bien nourrie. Et qu'une population bien nourrie est plus patriotique que celui qui est affamé. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le temps est contre nous. Maurice Donkovi, activiste panafricain, honorable Beau Soleil Obekou, les députés à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Nous avons également Kwamivi Akleso et son consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Infini, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.